Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance de Shub Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur pour notre Sunday Speaking Series Dire, dimanche d'idées de rire et d'échange parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Aujourd'hui, comme vous voyez, le thème s'intitule Entre rêve et danger, la quête de l'image parfaite. Et comme d'habitude, je vais contextualiser le thème d'aujourd'hui. Alors, dans notre monde contemporain, hyper connecté et dominé par les réseaux sociaux, l'image parfaite est devenue une véritable obsession. Photos retouchées, filtres embellissants et mise en scène soigneusement préparée nous projettent un idéal souvent éloigné de la réalité. Cette quête incessante de perfection physique ou sociale façonne les comportements, en particulier chez les jeunes adultes et les adolescents, qui se comparent sans cesse à des modèles artificiels. Mais derrière cette illusion se cache pression, insécurité et souffrance psychologique. Ainsi, l'image parfaite apparaît moins comme un idéal à atteindre que comme un piège dangereux de notre société numérique. Alors, on va en parler aujourd'hui. Et pour démarrer, j'aimerais bien vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre image pour quand on dit l'image parfaite? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Allez-y, j'aimerais bien vous écouter. Et avec ça, j'aimerais bien passer la parole tout d'abord parce que nous avons de la chance d'avoir avec nous aussi. Attendez, je vais voir si. Voilà. Voilà, et donc nous avons de la chance d'avoir avec nous Myriam. Bonjour Myriam. Tu vas activer ton micro, s'il te plaît? Je dis bonjour à tous, excusez-moi, je me suis un peu connectée en retard, j'avais des problèmes de connexion. C'est pas grave. Mais tu es là, c'est déjà très bien. Alors, euh, aujourd'hui, la séance est très spéciale, car c'est notre 50e séance dans la série Dire, Dimanche d'idées de rire et d'échange, proposée par, comme vous savez très bien, Shub Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur. Et c'est un moment particulier puisque l'année dernière, au mois d'août, nous avions lancé cette série avec une première séance sur le thème avoir une autre langue, c'est posséder une deuxième âme. Je pense que Myriam, elle se souvient très bien parce que c'est justement lors de cette séance, lors de toute cette première séance, nous avons eu l'honneur d'accueillir Dr. Myriam Bebou. Myriam, comme notre première invitée spéciale et experte de ce beau projet. Et donc, c'était vraiment l'occasion de t'inviter encore pour cette séance, cette 50e séance aujourd'hui, Myriam. Et merci d'avoir accepté. Merci d'être venue. Avec grand plaisir, merci à toi de m'avoir invité à nouveau et merci à toutes les participantes et participants. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Très bien. Et depuis, le chemin a été riche en échanges et en découvertes. Et pour notre 50e série, nous avons eu la joie de te retrouver à nouveau parmi nous. Parmi nous, c'est une véritable personne ressource, Dr. Myriam Bebou, experte de la langue française, chanteuse, musicienne, artiste de théâtre, intellectuelle dotée d'une connaissance profonde de nombreux thèmes sociaux et curieuse de la vie, de la planète et de notre existence aussi. Et nous sommes heureux et honorés de t'avoir parmi nous, Myriam. Et aussi, je suis très, très content et j'aimerais bien exprimer ma reconnaissance envers tous les participants, toutes les participantes d'être là. Et merci de votre présence et votre soutien constant. Ça nous fait du bien. Merci de votre soutien. Et sans tarder, je viens de contextualiser le thème d'aujourd'hui comme on a vu, le thème s'intitule L'image parfaite qu'on projette de soi-même dans la société. Et donc, pour démarrer, Myriam, j'aimerais bien te poser une petite question. Et donc, comment tu vois ce phénomène mondial qui s'ouvre partout de la même vitesse? Est-ce que tu peux contextualiser un petit peu l'image parfaite? Oui, l'image parfaite. C'est vrai que dans un contexte moderne, il y a la virtualisation à outrance de la société et nous avons des outils modernes comme l'intelligence artificielle qui peut nous aider à avoir de belles images ou même des filtres photos, des filtres Instagram, des choses comme ça. Et c'est à la fois flatteur pour son ego, mais c'est une image effectivement fictive de la réalité où lorsqu'on vit vraiment dans ce monde virtuel, après, beaucoup de gens sont déçus de l'image réelle qu'ils ont
Et ce n'est pas forcément une bonne chose. En effet, il y a des avantages et des inconvénients. Mais peut-être plus d'inconvénients. Peut-être plus d'inconvénients. Pour le contexte. Oui. D'accord, très bien. Mais on aimerait bien les connaître. C'est quoi les avantages, les inconvénients, et même avant d'en parler, pourquoi on en parle aujourd'hui? Avant, on n'en parlait pas du tout, et c'était quoi l'image, mais on n'avait pas d'idée. Mais est-ce qu'on pouvait en parler ou pas? Ça existait jamais. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui? Pourquoi cette image? Pourquoi la présence de cette image si profonde et si importante pour tout le monde qu'on est en train de la soigner aujourd'hui? Et Myriam, mais après, j'aimerais bien passer la parole aux autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi on en parle aujourd'hui de cette image? Et donc, Myriam, pourquoi cette image? D'accord. En fait, je pense que c'est aussi, comment dire, donc cette existence virtuelle que nous avons nous permet donc d'avoir des avatars, des images de soi qu'on utilise pour les réseaux sociaux ou pour les différentes applications via l'ordinateur, Internet. Et c'est des images, même là, lorsqu'on se met en vidéo, webcam, tout ça, on essaye de se faire beau, on se fait bien pour être à peu près présentable. Mais c'est vrai que là, l'image n'est pas de très haute qualité, donc c'est pas très grave. Et puis, ce n'est pas le but. Mais tous ces sites où on doit se mettre en avant, c'est beaucoup de marketing de soi-même. Et quelque part, c'est comme si, alors, ça permet dans une société où vraiment l'individu parfois a du mal à s'exprimer parce que c'est une société où nous sommes surstimulés par tellement de choses, et puis parfois dans des sociétés comme l'Inde ou la Chine, ou des sociétés où il y a beaucoup de gens, alors c'est difficile pour l'individu d'exister en tant qu'individu. Il y a la pression familiale, la pression sociale, la hiérarchie, des fois dans certains travails aussi, donc c'est difficile d'exister en tant qu'individu. Et donc, je trouve, j'ai constaté de par mon expérience du voyage que j'ai l'impression que dans les pays asiatiques en général, donc là c'est vraiment en général, que ce soit la Corée, le Japon même, qui est plus développé que d'autres pays asiatiques, mais c'est la même chose. Dans ces pays-là, je trouve qu'il y a une virtualisation encore plus importante, comment dire, une addiction aux réseaux sociaux encore plus importante que dans d'autres pays, même si dans d'autres pays, il y a aussi déjà une addiction. Mais c'est une forme de vraiment, c'est une addiction, mais c'est aussi quelque chose de normal. Dans les sociétés asiatiques, j'ai l'impression que c'est quelque chose de normal. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut se poser la question, c'est pour exprimer un plus grand besoin justement que l'individu a d'exister en tant qu'individu, donc il va s'exprimer sur ces réseaux. Mais en fait, en faisant cela, c'est partout, pour le coup, c'est le contexte mondial, partout la même chose. En faisant cela, si on n'est pas averti, il faut être un public averti. Là où ça peut être dangereux, c'est pour des gens qui sont novices ou des jeunes qui vont tomber facilement dans justement du marketing de soi, mais sous un mauvais angle, où on va mettre en avant des choses assez connotées sexuellement, ça va être des choses bizarres, et puis ça va donner en soi-même se prétend, comment dire, on va soi-même être d'accord pour se prêter à ce jeu, et c'est comme si en quelque sorte on vendait un peu son âme. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu le contexte. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cultures ancestrales, il y a des endroits, je sais dans les pays arabo-musulmans, même en Afrique ou même dans d'autres pays, où les gens n'aiment pas du tout être photographiés. Quand on dit que quand on photographie quelqu'un, on lui vole son âme, en quelque sorte. Donc, il y a des endroits, les gens n'aiment pas du tout qu'on les prenne en photo. Et ce sont des sociétés un peu plus, entre guillemets, archaïques au sens du développement du capital, du développement moderne. Mais en réalité, si on se pose la question, peut-être que ce n'est pas pour rien qu'ils pensent ça. Et nous-mêmes, on a tous aussi des anciennes racines où on a inconsciemment cette image justement de attention, l'image de soi, parce qu'on dit que le regard, par exemple, c'est le miroir de l'âme. Alors, si on fait une photographie, quelque part, on vole un peu l'âme de la personne. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. Donc, ça dépend. Il y a plein d'approches différentes. Et il faut en tout cas vraiment se méfier, parce que si on se prête volontairement à ce jeu, on va en quelque sorte on peut en quelque sorte vendre son âme au diable. Donc, c'est un peu bizarre. C'est un peu un contexte ésotérique et philosophique, mais voilà, je vous lance sur ces pistes et comme ça, vous pouvez développer si vous avez envie.
Oui, absolument. Oui, merci Myriam. Et ben, je pense que tu as raison quand tu dis que d'un côté, il y a cet aspect dont on parle, le marketing de soi-même. Ça, je pense que cela est devenu très, très nécessaire aujourd'hui avec les objectifs professionnels pour vraiment propager et projeter son image dans les autres mondes professionnels. Et en même temps, quand tu parles, c'est comme vendre son âme. Et donc, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de personnel. Et comment est-ce qu'on peut se séparer de ça, c'est encore compliqué. Et donc, d'avancer pour voir quels sont les aspects positifs, négatifs, j'aimerais bien passer la parole aux autres. Et donc, Janet, on aimerait bien vous écouter. Allez-y, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bonjour monsieur, bonjour madame, et bonjour tout le monde. Bonjour. Madame est mon prof d'Alpséa maintenant. Merci beaucoup d'écouter, de vous écouter maintenant. Et aujourd'hui, on va parler à propos de la quête qui sont entre les deux choses, comme la rêve et la dépendance, ou la dépendance sur toutes les choses. Par exemple, quand Madame nous dit que ces jours-ci, les gens sont créent beaucoup de dépendance sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une chose qui est très bon pour la santé mentale aussi et pour la santé physique aussi. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui nous disent que l'aspect négatif qui sont concernés avec peut-être les choses comme il fait nécessaire que chaque personne doit être voir beau ou peut-être en même temps voir jeune dans la vie quotidienne, ce n'est pas possible. Beaucoup de fois, pour voir beau, il est nécessaire pour utiliser le temps pour réduire les poids dans la santé, comme être régime stressement. Donc, c'est un cas qui est très mal pour écouter ces jours-ci. Et aussi, nous avons écouté que beaucoup de fois, les personnes sont beaucoup de followers ou abonnés numériques sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une dépendance qui est très grave aujourd'hui, n'est-ce pas? Quelques solutions ici, c'est une image qui est créée pour la personne et une fausse image pour toutes les personnes comme nous. Donc, une phrase qui est très utile ou peut-être célèbre en France est l'habit ne fait pas le moine. Donc, pour moi, quelques solutions ici, c'est que devenir les livres comme nos amis et aussi réduire les dépendances sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ce n'est pas la mer à boire. Merci beaucoup. Oui, très bien. Merci, Janet. Vous avez raison quand vous dites ça. Et donc, l'habit ne fait pas le moine. Et donc, il faut trouver son existence réelle et vraie et qui va nous pousser vraiment à atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Mais c'est vrai avec tout ce qui se passe dans le monde contemporain, dans ce monde si connecté, hyper connecté. Et donc, on est forcé des fois d'aller au-delà et on commence à se comparer aux autres. Et donc, peut-être c'est la raison qui nous pousse vers cette détresse aussi. Voilà. Oui, je passe la parole à vous, Ranjini. On s'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Enchantée, Madame Myriam. C'est un sujet à la fois très intéressant et très pertinent dont nous allons parler. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, mais sur Instagram, elle vaut surtout 1000 likes. Aujourd'hui, l'image parfaite est devenue une obsession. D'un côté, elle peut nous inspirer, nous motiver et même préserver des souvenirs précieux. De l'autre, elle peut aussi créer une pression énorme et des illusions dangereuses. Et permettez-moi une petite anecdote personnelle. Nous cherchons tous ces fameux selfies parfaits à poster.
Quand j'étais plus jeune, quelques prix suffisaient pour obtenir le selfie parfait. Mais aujourd'hui, I'm just looking for. Mais aujourd'hui, avec quelques rides en plus, a few wrinkles, il faut parfait prendre des centaines de photos sur différents angles pour en trouver une seule qui paraît Instagram parfait. J'ai même écrit une chanson en anglais qui s'appelle Perfect Selfie sous mon nom d'artiste Dr. Strings. Donc, sur une note plus légère, en vieillissant, le nombre de selfies qu'il faut prendre pour obtenir la photo parfaite augmente beaucoup plus vite que la mémoire de mon téléphone. Évidemment, c'est juste pour rire, mais généralement et plus sérieusement, derrière beaucoup de photos souriantes, il peut aussi avoir de la tristesse ou de l'insécurité. Et l'impact psychologique est réel. Anxiété, baisse de confiance, surtout chez les jeunes qui se comparent constamment aux images bien retouchées des autres. Comme dit les proverbes, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Mais sur Instagram, la couverture est souvent la seule chose qu'on regarde. Et ajoutons un peu d'humour. Parfois, les gens ne mangent même pas le gâteau. Ils prennent juste une photo. Heureusement, les calories ne comptent pas sur l'Instagram. En résumé, les images ne sont pas l'ennemi. Mais le vrai danger, c'est quand la photo devient plus importante que la réalité. Alors, profitons du moment d'abord et prenons la photo après. Et surtout, valorisons les images imparfaites mais sincères, des sourires vrais et une joie sans filtre. En conclusion, l'image parfaite n'est pas celle avec des filtres. C'est tout simplement celle où l'on ne cligne pas des yeux. Voilà, c'est tout de ma part. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Ranjini. Très, très touchant, merci. Donc, c'est vrai quand vous dites que on ne doit pas vraiment faire beaucoup d'attention à la couverture, mais malheureusement, ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment la situation avec les réseaux sociaux, que la couverture joue un rôle important, parce que ça va vraiment décider si on va aller vers cette personne ou pas. Et donc, c'est grave, c'est difficile et c'est très triste aussi en même temps. Très bien. Voilà, je passe la parole à vous, Devia. Allez-y, on vous écoute. Bonjour tout le monde, est-ce que je suis audible? Oui, tout à fait. Bonjour. D'accord, ok. Alors en fait, moi, je voulais vraiment ajouter 2 exemples pour discuter ici, 2 observations vraiment très intéressantes que j'ai récemment eues. Alors la première, moi, récemment, j'étais en train de regarder un film bollywoodien avec ma sœur la semaine dernière. C'était un film qui est sorti en 1998. Alors, je n'avais jamais regardé cela et l'actrice, c'était Manisha Koirala. Et là, moi, j'ai remarqué une chose très intéressante. C'était que sa coiffure, ce n'était pas parfaite comme la coiffure aujourd'hui qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans les films, etc. Donc, moi, j'étais aussi en train de discuter de cela avec ma sœur et on a remarqué que comment cela influence notre mentalité, cette image d'avoir l'air la plus belle ou bien parfaite, la perfection qui n'existe pas vraiment. La deuxième réflexion, ça c'était juste une blague que je viens de lire hier sur un réseau social. Alors, c'était concernant les papas dont on se moque, qui cliquent leur selfie et ils ne se sentent pas anxieux ou nerveux en l'ajoutant, en téléchargeant cela sur les réseaux sociaux. Mais nous, même après avoir ajouté plusieurs filtres, plusieurs modifications à l'image, on a toujours des doutes si c'est vraiment l'image idéale, si c'est vraiment l'image parfaite et si on va vraiment obtenir des likes, de l'attention de tous qui nous suivent. Alors, ça, c'était une réflexion assez importante pour nous aussi, que même si on rigole des
pères, des papas qui montrent ce genre d'image. C'est vraiment la réflexion de leur confiance en eux-mêmes. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Devia. Alors, c'est intéressant. Vous nous avez présenté deux aspects différents parce que quand vous parlez de cette actrice, et donc vous dites qu'en 1998, elle avait une coiffure pas très bien, mais aujourd'hui, quand elle se met devant la caméra, elle a une belle coiffure et donc elle se met vraiment à la mode. Et de l'autre côté, c'est les hommes, les papas, les personnes âgées qui n'ont pas peur de mettre tout et de rien, donc ils n'ont peur de rien, et donc ils s'intéressent à vraiment partager leur image. Et donc, d'un côté, on voit que, parce que j'aimerais bien te poser une question, Myriam, parce que d'un côté, c'était l'actrice. Et donc, est-ce que on voit que quand on commence à vieillir, et donc on est libre, on est beaucoup plus tranquille, ou tu vois que c'est la situation chez les hommes, chez les femmes, il y a une différence par rapport à leur image. Et donc, ce que vient de dire Divya, c'est intéressant comme point parce que je voulais te poser une question, Myriam, et pour aux autres aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que l'image, la conception et la perception et l'image de l'image, comment ça se construit chez les hommes et chez les femmes pour les autres? Est-ce qu'il y a une grande pression qui est vraiment, comment dire, entreprise par les femmes parce que les femmes, il y a une image idéale par Oui. rapport à leur présence qui n'est pas peut-être Oui, pareil chez les hommes. je comprends ce que tu veux dire. Pour rebondir dans ton sens, Jay, je pense pour les hommes, mais c'est vraiment une tendance générale. Bien sûr, c'est pas du cas par cas. Il y a toujours des gens qui sont pas comme ça. Mais de manière générale, je pense que inconsciemment, l'inconscient collectif veut que un homme qui devient mature, qui prend de l'âge, ce n'est pas forcément vilain, hein, ce n'est pas forcément unattractive. C'est peut-être même un peu sexy dans certains fantasmes parce que ça veut dire l'homme, quand il prend de l'âge, il devient responsable. C'est comme on dit souvent, il représente la sécurité. Aussi, c'est le papa, c'est la sécurité. Il a aussi la sécurité physique, mais aussi financière. Donc, ce n'est pas du tout la même image pour l'homme lorsqu'un homme vieillit que pour une femme. Parce qu'une femme, c'est vrai que les femmes ont beaucoup plus de complexes avec la vieillesse. Ça dépend, bien sûr. Quand on parle des stars, c'est pas pareil. Parce que les stars, je pense, les hommes et les femmes ont la pression des caméras et dans les deux cas, ils ne veulent pas vieillir. Mais dans la société en général, les femmes, peut-être, ont plus de pression sociale pour le fait de vieillir parce que le corps d'une femme, il est au pic de son attractivité vraiment entre 20 et 40 ans peut-être. Et après, les femmes, elles fanent un peu parce qu'elles ont des rides, elles sont pas aussi belles physiquement, l'image idyllique qu'on se figure. Et c'est toujours de la séduction en fait. C'est toujours des histoires de séduction. Et alors, une femme jeune va être attractive dans l'image inconscient collectif entre 20 et 40 ans à peu près, mais surtout entre 20 et 30 ans, voire même pour vraiment les puristes entre 20 et 25 ans. Donc, il y a une petite fenêtre de tir. Et après, ça devient difficile. Et les femmes recherchent toujours cette image de leur jeunesse, alors que quand elles sont jeunes, parfois, elles ne se sentent pas bien dans leur peau à cet âge-là. Donc, mentalement, elles ne sont pas matures, elles ne se sentent pas bien dans leur peau, mais quand elles sont un peu plus âgées, elles se disent « Ah, j'étais si belle quand j'étais jeune ». Elles regrettent cette image. Et c'est pas… Alors, cette image, elle est pas, comment dire, c'est vraiment la société en général, ce n'est pas la faute des hommes ou la faute des femmes, c'est la société dans son ensemble parce que aussi bien les femmes portent cette pression de jugement sur elles-mêmes également. Ce n'est pas que les hommes. C'est, je pense, vraiment une pression de société. Et du coup, ça peut jouer dans le fait que ça dépend des individus, mais de manière générale, les femmes ont plus de mal à accepter de vieillir. D'accord, oui. Et donc, quand tu dis ça, Myriam, est-ce qu'on peut parler de ce qu'on est en train de chercher une acceptation sociale parce qu'on est en train de chercher cette acceptation qu'aussi on va me considérer joli, beau, et donc ça va être bien, mais ça sort pas de soi-même. Comment est-ce qu'on peut comprendre quand on se dit, non, moi, je suis beau, je suis belle. Alors, c'est pas la réponse finale. Si quelqu'un d'autre qui me le dit, alors peut-être c'est beaucoup plus rassurant. Et donc, est-ce que
ça joue un rôle important. Comment est-ce qu'on peut être sûr de soi-même? Mais ce qui se passe, c'est qu'on cherche cette acceptation sociale. Et donc, comment comprendre ce phénomène? Parce que avec l'âge, est-ce que ce que tu viens de dire, on est beaucoup plus mature, on comprend que non, moi, j'ai cette sécurité chez moi et j'ai pas peur, même si j'ai quelques, tu vois, j'ai quelques rides sur mon visage ou j'ai pas l'air si joli, donc c'est pas grave. Et donc cette acceptation sociale, quel est son rôle dans notre existence? Alors, je ne sais pas exactement comment rebondir précisément sur la manière dont tu formules la phrase, mais je pense que, en tout cas, il y a un phénomène qui est déjà de virtualisation avant même l'image. C'est vraiment la société moderne donc il y a l'image, mais pas forcément l'image en photographie. C'est l'image dans le sens plus général, l'image que l'on renvoie envers les autres. L'image, effectivement, qu'on donne aux autres et que, comment dire, que les autres nous renvoient à travers leur propre regard. Et cette image-là qu'on a de soi, à travers le regard des autres, donc on est même avant, donc on est à l'étape avant l'image, bien sûr, dans les réseaux sociaux et l'image virtuelle aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a été initié bien avant et qui du coup, est entièrement, je pense, entièrement corrélé avec la marchandisation de la société, donc vraiment le développement, ça ne fait que aller plus en avant on développe, mais ça fait des siècles qu'on est sur cette pente de marchandisation de la société et ça ne fait que s'aggraver parce on arrive à la fin d'un cycle probablement de développement de marchandisation, mais donc là on a vraiment atteint l'apogée où on a la société tout à fait virtuelle et on dit que le virtuel, en fait, nous revend de manière marchande, de manière marchande, nous revend ce que on nous a enlevé dans la vraie vie, en fait. C'est comme si on était toujours, il y a toujours cette histoire de déposséder de cette nature profonde. Donc, il y a à la fois, comme je vous disais au début, il y a l'âme à travers l'image et le regard, oui, mais il y a aussi, au fond de soi, on a tous une raison d'être. Et les gens qui sont, plus on est dans une société moderne et plus on est aliéné par rapport à sa nature profonde d'être humain. Et finalement, on a le confort, on a des choses, mais au fond de soi, on ne se sent pas dans une plénitude accomplie. Et si on regarde justement des gens, par exemple, qui vivent dans des petites sociétés, des choses vraiment, des petites ethnies qui sont des fois dans les forêts isolées complètement de la société moderne, ces gens-là, ils n'ont pas du tout la même comment dire, image, projection ils sont dans quelque chose de beaucoup plus naturel dans le cycle biologique, où souvent les anciens, ce sont les sages du village, et il n'y a pas cette histoire comme on disait avant, l'histoire justement de l'image de la femme qui doit être belle entre 20 et 40 ans, quelque chose comme ça. Il n'y a pas ça parce que là-bas, dans ces sociétés-là, la femme, elle a pour rôle de donner la vie et après, ça devient une grand-mère, ça devient une arrière-grand-mère, ça devient quelqu'un de sage. Pareil pour les hommes, ils ont un rôle, chacun a un rôle très précis, beaucoup plus naturel. Et il n'y a pas ce regard, chacun a un rôle à un moment, il y a à chaque âge, ça a son rôle important dans la société. Alors qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a ce problème-là, c'est vraiment le côté marchand, c'est vraiment la marchandisation parce que l'image de soi n'est vendable, n'est commercialisable dans un but vraiment de se vendre. Donc, c'est vraiment aussi, c'est pour ça qu'on se travestit soi-même en se vendant. On ne peut se vendre que si on est beau et jeune et dans une posture attrayante d'un point de vue de séduction. Parce que tout n'est que séduction. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un site matrimonial, mais on est toujours en train de séduire l'autre à travers cette image moderne. Et ça c'est quand même quelque chose de pervers. En réalité, si on y réfléchit, c'est quand même une perversion de la société moderne. Oui, tout à fait. Alors, ce que tu dis, ça me fait penser à un autre aspect. Et les autres, vous avez tous les trois de vraiment partager vos opinions aussi. Alors, quand tu dis ça, Myriam, il y a certaines tribus, il y a certaines communautés, même, j'aimerais bien savoir à travers ton expérience et les expériences d'autres personnes qui sont là. Alors, même quand les enfants sont tout petits, à partir d'un an, 1 an et demi, 2 ans, on a observé que même ils s'intéressent à projeter une belle image. Ils veulent vraiment s'endimancher, ils veulent mettre les plus
enfin, les plus jolis vêtements, et tu vois des choses comme ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose de naturel? Mais bien sûr, ce que tu dis, c'est clair, et c'est vrai qu'il y a cet aspect de marchandisation qui existe, mais est-ce qu'on est en train de vraiment, comment dire, pousser les gens vers cette volonté naturelle qui existe déjà là, dans leur existence, de vraiment projeter son image la plus belle, la plus marquante et la plus sensationnelle aux autres. Et donc, parce que même dans les tribus, quand on parle de ces tribus, ces communautés bien cachées dans les forêts, eux aussi, peut-être avec les tatouages, même en Inde, dans les villages, le tatouage est revenu à la mode, mais il y avait des vieilles femmes qui avaient les tatouages, enfin, sur leur corps. Et donc, ce que je veux savoir, c'est que est-ce que c'est une qualité ou une intention, une volonté, une émotion qui est là, chez nous, dès notre enfance, ou bien est-ce que c'est créé à travers le monde enfin, commercial? Mais comment tu vois ça? En fait, je pense qu'il y a les deux, comme tu dis, c'est très intéressant. Il y a, en fait, l'espèce humaine est une espèce qui a besoin, elle est grégaire et sociable, donc elle a besoin d'être sociale, pardon, elle a besoin d'être entourée d'une communauté pour se sentir épanouie. Un individu ne peut pas être épanoui tout seul. Il a besoin de sa communauté, de son soutien, et on se voit à travers le regard des autres, même avant la photographie et tout ce qui est moderne, de l'image moderne qu'on peut projeter, mais effectivement, donc pour ce sentiment d'appartenance à un groupe, il est nécessaire, c'est un besoin biologique. Et c'est pour ça aussi que les enfants, ils ont envie de plaire à la société dans laquelle ils évoluent parce que c'est nécessaire pour leur construction mentale et sociale. Et ils ont besoin, en fait, les enfants, et on le voit, les humains aussi, mais surtout petits, ils ont besoin d'attention. Et comment attirer l'attention de manière positive en se faisant beau? On s'aperçoit que on attire des commentaires positifs à son encontre, donc c'est quelque chose de bénéfique. C'est quelque chose qui va valoriser la construction de l'ego et qui est bénéfique en fait. Donc quelque chose qui va être bénéfique et nécessaire. Ça, c'est l'aspect biologique nécessaire de la chose. Mais après, il y a l'aspect où on va utiliser cette nécessité de manière à la pervertir parce qu'on va tomber dans ce qu'on appelle le narcissisme qui est une déviance. Le narcissisme n'est pas quelque chose de bon. Le fait de vouloir être beau, apprêté et le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose de naturel et de bon. Ce n'est pas quelque chose de mauvais dans une communauté. Mais après, ce sentiment de pousser à l'extrême la séduction, le narcissisme, ça, c'est quelque chose de mauvais. Oui, c'est vrai. Alors, mais tu vois, la transition, des fois, c'est compliqué. On ne sait pas où s'arrête cette volonté, où commence cet aspect assez dangereux. Voilà. D'accord, très bien. Merci, Myriam. Les autres, si vous avez quelque chose à partager, je pense, quand vous aviez quelque chose à dire. Bonjour, vous voulez Oui, dire quelque chose? bonjour. Je voudrais seulement ajouter que beaucoup de mes étudiants font trop de méchanceté juste pour créer des stories sur Facebook, Insta. Donc, je le trouve vraiment ennuyeux. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est à la mode, c'est la tendance ces jours-ci. Oui. Voilà, très bien, merci. Ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais partager une petite vidéo que je vous ai choisie. Alors, et après, on va passer la parole à Kashmiraji aussi, mais tout d'abord, on va regarder cette petite vidéo que je vous ai choisie. Alors, ça va nous montrer ces points-là dont on a parlé, mais comme ça, peut-être, ça va vous aider à bien comprendre d'autres aspects aussi. Alors, écoutez bien. Les médias sociaux deviennent-ils une source de diversion incontrôlable? La majorité deviennent-ils une source de diversion incontrôlable? Les médias sociaux deviennent-ils une source de diversion incontrôlable? La majorité, sinon la totalité de vous, avez un téléphone intelligent sur lequel vous passez en moyenne 6 heures de temps par jour à être diverti en défilant votre feed. À votre âge, ce n'est pas fou de dire que la vie n'est pas toujours facile. Avec les changements corporels, les hormones et la rentrée au secondaire, on veut tous se sentir bien dans notre peau. Premièrement, l'image corporelle, c'est quoi? Selon Jeunesse J'écoute, l'image corporelle est la façon dont tu vois ton corps, dans le miroir ou dans ton esprit, comment tu te sens par rapport à ton apparence physique et comment tu crois que les autres te voient. Pour obtenir ces résultats, on se crée des profils sur les réseaux sociaux. Puis en gros, on montre souvent que les aspects positifs de notre vie.
Des sourires, des soirées entre amis, des beaux vêtements. Ensuite, on utilise des filtres, des positions calculées, les bonnes combinaisons de couleurs et des thèmes de publication pour rendre notre vie plus esthétique. Si on passe trop de temps à scruter les profils des autres, en particulier ceux qui ont beaucoup de followers, ça pourrait faire en sorte qu'on commence à se comparer à eux, même sachant que ces profils ne sont qu'une facette de l'existence de chacun. Aussi, ce ne sont pas juste des acteurs et des musiciens qui ont toute l'attention des médias. Ça peut être votre voisin ou votre meilleur ami qui a des milliers de followers, qui eux se comparent souvent à ceux qui en ont des millions. Sans qu'on s'en rende compte, en consommant ce genre de contenu en grande quantité, que ce soit sur Instagram, TikTok ou autre, notre usage présente parfois des effets indésirables et difficiles à contrôler, même quand on en est conscient. La façon qu'on perçoit notre corps peut se distordre, se déformer. Pourtant, notre corps, lui, n'a pas réellement changé. Mais avec l'arrivée de la puberté, ces comparaisons inutiles peuvent nous faire sentir inconfortables dans notre peau, en percevant nos traits physiques comme étant des imperfections. Une telle baisse de confiance peut venir avec des troubles qu'on n'est peut-être pas équipé à gérer. Donc ça se peut qu'on commence à éviter les événements sociaux, on cache notre corps même si on a trop chaud, on a peut-être peur de s'affirmer et exprimer notre individualité car ça pourrait attirer trop d'attention. Ces insécurités envers notre image corporelle qu'on se crée en nous comparant à des images éditées peuvent mener à des problèmes d'estime au niveau physique et psychologique. Certains peuvent même souffrir par la suite de troubles alimentaires, de dépression, d'anxiété et même de troubles d'usage de substances, entre autres. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à contrôler notre perspective, ce qui influence et forme notre rapport à notre image corporelle. Comme tout changement de comportement ou d'habitude, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Il faut d'abord prendre conscience du problème, planifier les bonnes stratégies en petites étapes pour ne pas se sentir surchargé, et il faut se donner des buts réalistes avec des dates précises. Il s'agit ensuite de s'engager à adopter et maintenir ces changements. Il suffit de se rappeler de ce qu'un rapport sain avec notre image corporelle peut nous apporter. De la stabilité émotionnelle et mentale, des relations plus saines, plus de satisfaction en général, la confiance de s'affirmer dans son identité et orientation, et bref, la confiance de dire ce qu'on pense et d'être qui l'on est. Voici quelques trucs afin d'entretenir une meilleure relation avec soi. Réfléchir à l'influence de notre utilisation des médias sociaux sur notre perception de nous-mêmes. Essayer de passer moins de temps sur l'Internet car moins d'exposition égale à moins de pensées reliées à celle-ci. Garder un journal personnel pour faire des exercices pour visualiser notre parcours ou progrès. Par exemple, faire une liste de nos vraies valeurs et les remettre en ordre de priorité. Rester actif avec les sports, la danse, l'exercice, etc. pour que notre cerveau sécrète des hormones qui nous font sentir bien. Donc, on risque d'apprécier notre corps et tout ce qu'il fait pour nous. Et simplement de favoriser le respect des autres et leur image pour cultiver la bonté de ce monde. Voilà, et donc on a vu à travers cette vidéo que la puberté, et donc avec l'image corporelle, c'est vraiment compliqué des fois parce que cette phase dont tu parlais, Myriam, à cet âge-là, quand c'est la période de puberté, donc il y a des changements, et donc avec les hormones et aussi les changements physiques, on a des changements qui se projettent, et donc on commence à être inquiété, comment est-ce que les autres vont me percevoir, mon image, et donc ça crée vraiment cette pression, et donc avec les images filtrées, avec des images éditées, on peut vraiment se projeter d'une façon magnifique. Voilà, et donc ça, c'est nécessaire de comment avoir des relations saines et de vraiment canaliser son énergie et son talent avec une activité physique ou créative peut-être. Donc ça peut nous aider. Voilà, merci. Je passe la parole à vous, Kashmiraji. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour, bonjour Myriam, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de te voir après longtemps, Myriam. Elle était mon professeur de séance aussi. Ok, le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est très pertinent parce que dans mon époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'ordinateur portable et la question ne se posait pas du tout de prendre le selfie. Mais maintenant, juste comme les enfants, les jeunes, il y a des adultes aussi qui font les selfies et qui les postent sur Instagram et Facebook et comme ça. Et comme vous tous avez déjà dit que ça c'est devenu une mode d'être belle et
et l'image est très importante. Même si on vieillit aussi, on peut donner l'exemple de Madame Macron, la femme de, j'ai oublié son nom, c'est Brigitte, non? Brigitte. Oui, Brigitte. Brigitte, maintenant, elle doit toujours être, parce qu'elle a 25 ans plus d'Emmanuel Macron, elle doit maintenir sa forme, son image, et on voit des shots, et moi, quand je le vois, je n'ai pas envie, mais je suis très fascinée comment elle vit. She lives up to her image, comme on dit en français. Donc, c'est très fascinant. À l'autre côté, on peut, si on a déjà parlé de quelques communautés orthodoxes, comme je voudrais parler à propos de la communauté Amish. Donc, ils ne s'en fichent. Parce que pour eux, leur communauté, c'est très important et ils vivent dans cette communauté et ils n'utilisent pas les gadgets, même le portable ou l'ordinateur. Même il n'y a pas d'électricité quelquefois. J'ai vu quand j'étais à Michigan, Detroit, j'ai vu leur maison et comment ils s'habillent et comment ils vivent. Ils ne s'en fichent pas de la modernité et ils vivent comme les années précédentes. Ils continuent à vivre comme les années précédentes. Donc, c'est une différence entre eux et nous. Donc, jusqu'à certains points, l'image, pas parfaite, mais l'image, une belle image est importante, mais on ne doit pas être obsédé avec cette image. Oui, les jeunes, on peut comprendre, mais après quelque temps, les jeunes aussi, ils atteignent leur maturité et ils commencent à être un peu, comment dire, j'ai oublié le mot, mais il commence à être un peu mature et comme je voudrais donner l'exemple de mes filles. Maintenant, ils sont dans la trentaine. Donc, ils ne sont pas fascinés par Instagram et par leur image et comme ça. Mais à l'âge d'adolescence et le 20e jusqu'à Mariam a déjà dit de 20 ans jusqu'à 30 ans, c'est un bel âge. Donc, c'est un bel âge. Donc, ça, c'est un âge que tout le monde voudrait devenir aux autres leur image parfaite. Parfait. Oui, Merci, c'est tout. merci, je vais le dire. Merci. Alors, ce que vous dites, c'est intéressant et c'est captivant en même temps parce que vous avez dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait d'Internet et donc il n'y avait pas d'échange. Et donc, c'est un point que j'aimerais bien partager avec vous tous et après, vous allez partager votre opinion sur ça. Et donc, Medium à l'époque, quand il n'y avait pas cet échange-là, il n'y avait pas de diffusion des informations et donc les critères de beauté étaient selon les groupes, selon les communautés. Et donc, et ça restait dans cette communauté. Et donc, aujourd'hui, avec l'information et la technologie, ça me fait penser à cet exemple fameux qu'on a vu dans la société japonaise. J'avais fait mes études de management aussi. Et donc, on en a parlé que quand on avait
faire la promotion, qu'on a fait la promotion de Barbie Dolls. Au Japon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas du tout marché. Parce que leur image de beauté, c'était pas du tout à ce que correspondait à celle de Barbie Doll. Et donc, les filles japonaises avaient rejeté les Barbie Dolls dès le début parce qu'elles ne se connectaient pas du tout à cette poupée. Et donc, mais aujourd'hui, peut-être, on est en train de vraiment aller vers cette, peut-être les filles, comme tu disais tout à l'heure, Myriam, dans certaines communautés asiatiques, pour les yeux, elles sont en train de débrider les yeux pour vraiment avoir cette image comme les filles européennes. Et donc, ça, c'est beaucoup aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'Internet, est-ce que c'est le bouc émissaire ou c'est vraiment qu'on peut blâmer que c'est à cause de ça qu'on a vraiment changé les critères de beauté et que c'est partout pareil et que tout le monde va être beau, joli, avec les mêmes images, les mêmes standards de beauté. Donc, comment on voit l'évolution? Parce que comme disait Kashmirazi tout à l'heure, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de réseau. Et donc, peut-être on était tranquille, on avait les mêmes critères de beauté et donc on se sentait vraiment proche de l'un et de l'autre. Mais aujourd'hui, les standards, les critères sont devenus internationaux. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? En fait, je pense que c'est, comment dire, c'est très intéressant tout ce que tu évoques comme nouvelle question. Et effectivement, je ne pense pas que la modernité, comment dire, il n'y a pas forcément que des points négatifs. C'est quelque chose qui, je pense, existait même avant l'apparition des smartphones et des ordinateurs, donc à l'époque de Kashmira quand elle était petite et l'époque de nos parents, de nos grands-parents. Je pense qu'il y avait d'autres, c'est vraiment une tendance parce qu'on était déjà dans cette mouvance, si vous voulez. Ça fait longtemps qu'on est dans un aspect marchand on avait déjà c'était déjà là, les prémices de ce truc-là étaient déjà là parce que on avait des magazines de mode et il y a beaucoup de femmes. Moi, à l'époque où quand j'étais petite et donc à l'époque de ma maman, par exemple, qui a vécu dans les années plutôt 80 en France, donc c'est pas le même moment, comment dire, c'est pas la même fenêtre de développement du capital, mais quand même, ça correspond un peu à ce que la société aussi a vécu, peut-être à l'époque de Kashmira aussi, quand elle était plus jeune. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup l'image des filles, les adolescents, parce qu'on parle de la puberté, c'est vraiment effectivement à ce moment-là en particulier que les enfants, les jeunes vont être le plus victimes de cette pression sociale par rapport à l'image de soi. Et en fait, il y a eu beaucoup de jeunes filles qui étaient anorexiques. Il y a eu des pics de jeunes filles qui étaient devenues anorexiques parce que les standards de la mode internationale, dans les magazines comme Vogue et tout ça, c'était des femmes minces, même maigres. Et dès qu'il y avait des femmes un peu costauds, elles mangeaient plus, elles faisaient des régimes. Même à l'époque de ma grand-mère, c'était ça. Il y avait aussi déjà à l'époque de ma grand-mère la mode des cheveux, où il fallait que toutes les femmes, elles aient les cheveux laqués. Vous voyez comme dans le film, il y a Hairspray, il y a cette mode, tous les cheveux devaient être laqués. C'est pas très beau quand on regarde aujourd'hui. C'est pas du tout la mode. La mode change, mais le fond, ce phénomène, c'est la même chose. C'est qu'on veut être à la mode. Et donc aujourd'hui, c'est la même chose à travers l'outil numérique. C'est simplement que l'outil numérique, ce qui va se passer, c'est que ça va aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. Simplement, c'est à plus grande échelle parce que ça touche tous les pays en même temps. Donc, il y a cette internationalisation effectivement du phénomène. Avant, c'était plus dans des endroits, mais pas forcément en même temps. Maintenant, c'est partout et beaucoup plus rapidement. Mais c'est la même chose qu'il y a. Donc, à chaque fois, il faut simplement être au courant de ces mauvais penchants qu'on peut avoir. Et il y a aussi des bons penchants. Par exemple, je pensais à cette image. Parfois, il y a des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui, en général, toujours pareil, autour de cette période de la puberté, mais même parfois plus tard, qui se trouvent vraiment pas beaux. Ils ont une image, une confiance en eux très basse et qui se trouvent pas beaux. Et le fait de faire des fois des studios photos, des belles photos studio, des choses comme ça va les valoriser, au contraire. Donc, il y a des fois des aspects positifs. J'ai connu des copines à moi qui, c'est pas très gentil de dire, mais quand on les voit, ce ne sont pas dans les standards de beauté, ce ne sont pas des belles femmes aux standards tels que la société l'entend, mais quand elles font des photos, des magnifiques photos, vous voyez, et je trouvais ça bien parce que, je trouvais ça vraiment bien parce que elles ont raison, les belles photos ne sont pas que pour les standards de femmes qui sont dans les critères
de la mode, en fait. C'est pour, normalement, tout le monde a le droit de se sentir beau ou belle. Donc ça, c'est bien. Mais après, voilà, il faut être au courant de tous les problèmes, de ce qui se passe, c'est que à vivre trop, c'est aussi, comme disait dans la vidéo, qui était très bien, la vidéo avec l'accent québécois, c'était très bien de montrer ce qui compte, c'est de ne pas passer trop de temps. Parce qu'elle disait, en moyenne, cette dame, les gens passent 6 heures par jour sur leur téléphone, sur leur smartphone. C'est énorme quand on y réfléchit, c'est un temps énorme. Et je pense, ce n'est pas forcément la solution de vivre, comme disait Kashmira, comme la communauté Amish, c'est un choix de vie, mais ce n'est pas forcément la solution à grande échelle. On ne va pas revenir à une époque d'avant sans outils modernes. Il faut vivre avec son époque, mais il faut être informé des risques et donc faire de la prévention pour ne pas tomber dans l'addiction. Par exemple, aujourd'hui, je pense, je ne sais pas comment c'est en Inde, mais en France, quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup de gens qui fumaient, et même à l'époque de mes parents, c'était la mode de la cigarette. Il y avait toujours de la publicité pour… C'était la mode. Les gens qui fument, c'était les gens cool. Et donc, beaucoup de gens fumaient. Et depuis que je suis devenue adulte, donc au cours de mon enfance et mon adolescence, il y a eu des campagnes de désensibilisation du tabac pour montrer les dangers du tabac. Et maintenant, les gens fument beaucoup moins. En France, il n'y a pas beaucoup de gens qui fument maintenant. Et ça fonctionne. Donc, en fait, c'est la même chose pour dire à chaque époque, il y a des risques liés à la mode du moment. Et c'est toujours ce qui est le fond, c'est l'addiction. Avant, c'était l'addiction au tabac. Maintenant, c'est l'addiction aux écrans et l'addiction à cette fausse image de soi. Donc, il faut arriver à limiter cette addiction. Et peut-être, avec le temps qui passe, on va avoir suffisamment de recul. Pour l'instant, en fait, comme c'est quelque chose de nouveau, on n'a pas encore tout à fait exactement le recul nécessaire pour savoir comment combattre ça. Mais plus on va avancer et plus on aura les solutions. Mais il y aura sûrement un nouveau problème, bien sûr, parce qu'à chaque fois, la société, on a de nouveaux challenges à chaque fois. Ça sera autre chose. Mais là, le challenge, c'est de comment lutter contre cette addiction à la virtualisation, au numérique. Voilà. Oui, tout à fait. Très bien. Merci, Myriam. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, et donc tu as parlé de ces communautés asiatiques, surtout en Asie, quand on voit que les pays sont sont surpeuplés, donc chacun veut vraiment projeter son image unique et pour montrer comment je suis unique. En fait, c'est vraiment triste. Regardez, je vous illustre. C'est vraiment triste quand on voit tout le monde comme ça, son téléphone. Tout le monde est comme ça. Et c'est vraiment quelque chose qui coupe l'interaction sociale réelle. Parce que dans les métros, avant, les gens, ils n'avaient pas le téléphone. Et maintenant, je pense peut-être à la Corée ou même à la Chine ou le Japon aussi. Mais même en Europe, c'est pareil. C'est pareil, mais c'est peut-être un peu moins, mais quand même, c'est là. Où on voit tous les gens, beaucoup de gens, ils sont sur leur téléphone. Même dans les repas, parfois, où normalement… même en France, où quand même l'art de la table, c'est quelque chose de culturel, les gens aiment passer du temps à table. Parfois, il y a des familles ou des jeunes, ils sont tous sur leur téléphone. Et ça, c'est quelque chose on voit que c'est mauvais parce qu'ils vont passer du temps à être sur un réseau social numérique au lieu de passer du temps réel avec leurs amis ou leurs proches qui sont là, physiquement là. Ils sont dans la vie. Alors ça, c'est quelque chose bien sûr, on le voit tout de suite, c'est mauvais. C'est même paradoxal quand on y réfléchit. Et là, ça traduit vraiment, là, on voit le problème que engendre cette addiction. Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais bien projeter une toute dernière vidéo avec vous. Et donc, comme on a dit que dans certaines cultures, dans certaines sociétés, on a envie de vraiment changer ses apparences. Et donc, je vous ai choisi une petite vidéo dans laquelle on va parler de ce boom de la chirurgie des yeux en Asie centrale. Et donc, juste pour vous montrer à quel point est-ce que les gens s'intéressent à changer leur apparence physique. Allez-y, écoutez bien. Pendant des années, Alina s'est mis du scotch sur les yeux, histoire de leur donner un air un peu plus européen, un peu moins kirghize. En parcourant son fil Instagram, cette professeure à l'université découvre une solution un peu plus permanente. Une de ses amies a subi une opération des paupières, une blépharoplastie asiatique. Très vite, la jeune femme décide que c'est son tour. Quand je regarde les photos, je me dis pourquoi tout le monde a des yeux aussi expressifs? Il n'y a que moi qui ai des yeux étroits et qui passe inaperçu.
Je veux qu'on remarque plus mes traits sur les photos. Je pense que ça va changer ma vie. Je vais mieux m'aimer, je vais m'admirer un peu plus. Depuis quelques années, c'est la nouvelle procédure à la mode. Alina a dû attendre 1 an et demi rien que pour obtenir un rendez-vous. Ce pays de l'ex-bloc soviétique compte 6 millions d'habitants et pourtant près de 4000 interventions de chirurgie esthétique y sont réalisées tous les ans. Ce chiffre n'arrête pas d'augmenter en raison de l'accès à Internet. Pardon, il y a un souci technique. Attendez. En raison de l'accès à Internet. Le problème, c'est qu'on manque de chirurgiens plastiques. Des prix bien plus bas qu'ailleurs et des chirurgiens réputés, le Kyrgyzstan attire des femmes venues de toute l'Asie centrale. Mais dans ce pays à majorité musulmane, la chirurgie esthétique est considérée comme impure. Pourtant, l'apparence y est toujours un passeport pour le mariage et la réussite sociale. Certaines familles n'hésitent pas à investir pour leurs filles. Je me souviens, j'ai eu ma première opération quand j'avais 16 ans. C'était un cadeau offert par ma mère. Ici, les critères de beauté sont directement calqués sur les traits caucasiens, car le physique occidental est encore associé à la richesse et à l'élégance. Selon moi, ce désir d'atteindre la beauté parfaite est une tendance qu'on observe partout dans le monde. Bien évidemment, c'est ce qui pousse beaucoup de femmes à vouloir modifier leur apparence, mais je crois que si on creuse un peu, au fond, ces femmes ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. Voilà, et donc on a vu la chirurgie esthétique et donc c'est quelque chose qui est vraiment à la mode. Et donc dans certaines cultures qui s'intéressent à vraiment copier d'autres cultures. C'était ça pour vous dire et pour vous montrer qu'à quel point c'est vraiment une pression, peut-être plus chez les femmes que chez les hommes. Et donc on va voir ça. Oui, je passe la parole à Lakshmi et puis à Purnima. Allez-y Lakshmi, on vous écoute. Bonjour professeur, bonjour madame, bonjour tout le monde. Je voudrais ajouter quelques points de mon côté. Selon moi, d'abord, la recherche de l'image parfaite peut motiver les gens à mieux prendre soin d'eux-mêmes. Ensuite, elle peut encourager de bonnes habitudes comme le sport ou une alimentation équilibrée. Enfin, elle donne parfois confiance lorsqu'on atteint ses objectifs personnels. Par contre, cette quête devient dangereuse quand on se compare à des modèles irréalistes. De plus, elle peut provoquer du stress et une perte de confiance en soi. En outre, elle risque de créer une obsession qui empêche d'accepter ses vraies qualités. En somme, la quête de l'image parfaite comporte à la fois des aspects positifs et négatifs, mais l'essentiel est d'apprendre à s'aimer tel que l'on est. C'est tout. Professeur, merci. Oui, très bien, merci Lakshmi. Alors vous avez raison quand vous dites qu'il faut canaliser son énergie sur ses objectifs personnels, professionnels, sans vraiment se soucier de son image et ses apparences. Très bien, merci. Et pour terminer, je vais passer la parole à vous, Purnima. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour monsieur, bonjour à tous. Ici, je voudrais donner mon opinion sur ce sujet. Et ici, principalement, il y a deux aspects que je notais. Pendant mon dernier voyage à Hokkaido, ici au Japon, j'ai bien noté qu'il y a beaucoup de paysages et ce sont les paysages magnifiques. Et au lieu de trouver, au lieu de m'amuser avec ces paysages, j'étais très occupée à régler l'angle et la lumière, lumière pour prendre la photo de ce paysage. Cette petite anecdote, j'ai dit ici pour dire que parfois, au lieu de
au lieu de profiter de la réalité de notre vie, on est toujours occupé avec d'autres choses comme quelque chose dans les réseaux sociaux et d'autre part. Ici, la deuxième fois, c'est là, bien sûr, c'est pour utiliser les photos dans les réseaux sociaux, c'est dangereux toujours. Je voudrais expliquer ça avec un petit exemple pour que ce soit facile de comprendre. Ici, dans nos jours, on voit dans les réseaux sociaux les gens toujours occupés à télécharger leurs photos privées dans la Gemini 3D. C'est-à-dire, oui, récemment, j'ai vu dans une vidéo où les policiers, ils nous disent que c'est dangereux parce que particulièrement dans le terme et conditions de Gemini 3D, ils ont bien dit que ils peuvent utiliser ce photo pour leur formation et pour marketing aussi. Mais malheureusement, les gens, particulièrement les adolescents, ils sont toujours occupés pour mettre les photos dans les plateformes comme Gemini et d'autres comme Instagram. Et oui, nous avons déjà discuté quelque chose ce que passait au Japon. J'ai vu ici au Japon, ça fait plus d'une année. Et ici, on peut voir les gens toujours occupés avec leur portable et particulièrement dans les réseaux sociaux. Non seulement ces femmes performent, c'est les hommes aussi. Toujours on peut noter les gens toujours dans le métro et dans le lieu public en faisant les maquillages, c'est-à-dire même dans le toilette aussi, ils sont toujours occupés avec en faisant les maquillages comme ça. C'est pour terminer, je voudrais dire que il faut rester prudent. Comme le dit Proverbe, la perfection n'est pas du monde. Si l'on a oublié cette vérité, la quête image parfaite devient une illusion dangereuse. Merci Très pour bien. m'avoir écouté. Oui, bravo, bravo. Merci Poulima. Oui, vous avez raison. Et donc, c'est important de se méfier de tout ce qui se passe autour de nous et comment est-ce qu'on doit vraiment faire attention à rester vigilant. Très bien. Merci Poulima. Et pour terminer, je vais rapidement partager un petit document que je vous ai préparé. Alors, comme on en a parlé, on a dit qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'image parfaite. Et donc, pour ça, j'ai choisi certains termes qu'on va voir. Alors, les termes socioculturels sont liés à la pression autour de l'image parfaite, surtout chez les femmes, malheureusement. Alors, on ne veut pas que ce soit comme ça, mais malheureusement, c'est la réalité. Alors, on parle de pink tax, la taxe rose. Et donc, c'est le fait que les produits destinés aux femmes, rasoirs, shampoing, vêtements, coûtent souvent plus cher que ceux destinés aux hommes, alors qu'ils sont presque identiques. Un exemple, un rasoir rose pour femme coûte 5 €, alors qu'un rasoir bleu pour homme de même qualité coûte 3 €. Vous avez vu, donc, les femmes payent plus. Et puis, la beauty pressure, la pression de beauté, on voit aussi la fast fashion, la mode jetable. Et donc, les industries qui poussent les jeunes filles et femmes à acheter sans cesse de nouveaux vêtements pour suivre la tendance et correspondre aux standards. Et donc, ça se projette énormément autour de nous. Et donc, le body shaming. Et donc, critiquer ou se moquer du corps d'une femme ou enfin, d'une autre personne trop grosse, trop mince, pas assez musclée. Voilà. Et donc, le selfie dysmorphia. Et donc, quand les jeunes femmes ne se trouvent belles qu'avec des filtres et finissent par
rejeter leur visage naturel. Et à la fin, le double standard, les critères de jugement sont plus sévères pour les femmes que pour les hommes. Voilà, ça, on en a vu. Et puis, à la fin, l'idéal de minceur. Et dans une croyance que la beauté féminine, c'est égal être mince. Voilà. C'est juste pour vous montrer à quel point il y a cette différence qui existe dans la société. Mais vraiment, ensemble, on peut vraiment lutter contre ça. Oui, je vois Parvati. Parvati, on aimerait bien vous écouter. Allez-y. Pour terminer, vous avez quelque chose à nous dire? Oh, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est les débris dans les yeux? Quand on va débrider les yeux? Oui, c'est... Avant, Oui. vous avez dit débris dans les yeux. Les débris Oui. dans les yeux. Oui, Débridé. Débridé. Oui. Débridé. Les yeux bridés, c'est les yeux comme les personnes asiatiques, les Chinois, ou bien ils ont les yeux comme ça. Comme ça. Et si on débride, ça veut dire quand ils font ça, en fait. C'est ça, débrider. Les yeux. Débridés. Oui. On dit les yeux bridés. On dit que les Asiatiques de type mongoloïde, donc l'ethnie originaire de Mongolie, plutôt Asie centrale, c'est le type mongoloïde, c'est les yeux bridés. Et les yeux caucasiens, c'est les yeux plutôt ouverts. Oui. Ouverts, oui. Oui. Et donc, il y a une affinité, il y a un penchant pour les yeux assez ouverts. Et donc, il s'intéresse à vraiment débrider les yeux. Voilà. Oui, c'était qui? C'est Smitaji, vous voulez dire quelque chose? Oui, point. Oui. Allez-y. Bonjour Myriam, bonjour tout le monde. Je suis ajouté une petite chose. Dans ces jours, les femmes, ils visitent chez le dermologue pour faire les processus comme le botox et les fillers, tout ça marche, oui. Et selon moi, dans toute l'époque, la mode change. Parce que maintenant, il y a les jeunes et les petites filles qui faire fumer. C'est parce que c'est cool. So, le mode change dans toutes les époques, oui. Oui, c'est Et vrai. aussi chez la diététicienne, c'est une mode. Parce que la belle-mère, ils veulent maigrir comme la belle-fille. C'est la mode aussi en Inde. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Très bien. Merci Smitaji pour votre point de vue. Alors, pour terminer, ce qu'on peut dire, on va s'accorder pour dire qu'il faut se sentir bien dans sa peau et dans son esprit. Et je vous souhaite bon courage et prenez soin de vous. Merci encore une fois, Myriam, d'être venue. Merci tout le monde et merci pour votre soutien, votre présence constante. Ça me touche et ça nous touche énormément. Merci, prenez soin de vous. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. C'était un bon échange. Merci, monsieur. Merci, grâce à vous. Merci.